Un plaisir de vous retrouver dans cette émission Sport Magazine. Bonjour, bonsoir à vous, nos chers téléspectateurs des chaînes Niwod et précisément de Niwod Info 1. Un plaisir d'avoir votre attention, vous, nos chers téléspectateurs et chers internautes qui nous suivez également sur notre chaîne YouTube. Dans cette émission de ce matin, nous allons parler de la Liga, du Real Madrid qui a trébuché et de Girona et ainsi que du FC Barcelone qui n'en ont pas profité. Nous allons évoquer également la Premier League avec le derby de Manchester remporté par les Citizens, évoquer également la barre des 20 buts atteints par Serhou Guirassy, l'international guinéen de Stuttgart en Bundesliga, évoquer qui pourra prendre la place de Rigobert Song à la tête des Lions indomptables du Cameroun et parler également pour terminer de la Déon Lonato qui est à la fin de sa phase aller. Alors pour évoquer les sujets, j'ai ici sur ce plateau avec moi Fidias Alindé. Fidias, un plaisir de te retrouver. Ça fait un bail que tu n'es plus passé dans Sport Magazine. Oui, un plaisir de vous retrouver aussi, Helmut. Un plaisir de se retrouver sur ce prestigieux plateau. Tu as vu mes débuts quand même. Donc plaisir de servir les téléspectateurs qui ne font que s'accroître sur Niwod TV. Et effectivement, on a maintenant une grande communauté, une communauté très élargie de téléspectateurs à travers le monde entier. Abdulaziz Agoro, un plaisir de te retrouver également. Helmut, bonjour et bonjour à tous nos téléspectateurs. Alors, on va commencer avec la Liga. Le Real Madrid a fait un match nul, 2 buts partout face à Valence. Un match à polémique d'abord, on va l'évoquer tout à l'heure, qui n'a pas su profiter d'abord à Girona qui était le leader relégué maintenant en tant que dauphin, qui a été perdu face à Mallorca, 1-0, et puis le FC Barcelone qui a fait un nul face à l'Athletic Club, un autre revers pour les Catalans, et qui n'aura pas fait finalement le trébuchement, ce nul du Real Madrid qui n'aura pas servi à grand chose pour les autres équipes du podium, j'allais dire. Oui, vous savez, le match nul du Real Madrid aurait pu profiter à des équipes comme le Barça et Girona. Oui. Mais bon, malheureusement, cette semaine, on a vu Girona trébucher sur la pelouse de Mallorca, 1-0, et un Barça qui était en manque d'inspiration. Je pense que l'équipe qui a le moins profité de ce mauvais pas du Real Madrid, je pense que c'est le FC Barcelone, parce que Girona, pour eux, tout ce qui va arriver maintenant n'est que bénéfique. Ils ne s'attendaient pas à être à ce niveau, à cet instant de la compétition, mais c'est le Barça qui a des grands objectifs. C'est le Barça qui se doit d'être parmi les 2 premiers du classement, et on a vu hier un Barça face à l'Atlético Bilbao en manque d'idées, une équipe du FC Barcelone où les places, moi je commence pas à le dire, les places ne sont pas chères au FC Barcelone. Franchement, les joueurs jouent comme si les places n'étaient pas chères. Tu perds Frenkie de Jong sur blessure après après 16 minutes, après tu perds Pedri, et les gamins qui rentrent derrière n'arrivent pas à faire le job. Ça veut dire que derrière on n'est pas préparé, tout le monde n'est pas concerné. Ce n'est pas le cas chez d'autres. Alors est-ce que c'est après la sortie de Frenkie de Jong ou encore de Pedri que les choses ont mal tourné? Je pense que depuis le début de la rencontre, Bilbao avait le pied sur le ballon, et j'ai plus l'impression qu'ils ont manqué de réalisme dans les derniers gestes sur quasiment toutes leurs actions offensives. Sinon, Bilbao allait remporter ce match très facilement. Non, bon, moi je ne vais pas dire que Bilbao allait remporter ce match, parce que quand vous voyez le match en même les 45 premières minutes, il faut dire que le Barça avec Frenkie de Jong, il faut le reconnaître, le Barça avec la possession du ballon. Pourquoi? Parce que De Jong, c'est un très bon joueur à la relance. Dès qu'il a le ballon, il arrive à vite orienter les joueurs qui sont sur les côtés, à savoir Rafinha du côté gauche et Joao Cancelo qui est défenseur latéral mais qui monte beaucoup. Il essaie quand même de les trouver. Mais depuis qu'il est sorti sur blessure, à la 26e minute, on a vu que le Barça a baissé le pied, et c'est à ce moment-là que l'Athletic Bilbao a pris confiance. L'Athletic Bilbao, je dirais, est rentré vraiment dans le match parce qu'il n'y avait plus ce milieu de terrain là capable de distiller de très bons ballons aux attaquants Barcelone. Du coup, les Basques ont pris de la confiance et ils ont mieux joué que le FC Barcelone. Mais je pense que ce match nul là, je pense que c'est bon à prendre pour le FC Barcelone. À défaut de gagner, le Barça a fait au moins un match nul. Et il faut le rappeler, c'est quand même la 2e fois de la saison que le Barça ne marque pas un but en match de championnat. La dernière fois, c'était lors du 0-0 face à Retafe, lors du match d'ouverture en championnat. Et puis, c'est pas comme si l'Atlético Bilbao leur réussit cette saison. Bon, oui, le Barça a souvent battu. Sur les 8 derniers matchs, le Barça a gagné l'Atlético Bilbao en championnat. C'est en championnat que le Barça n'y arrive pas face à Bilbao. Donc, je peux dire que c'est tout bénéf pour le FC Barcelone. Ils prennent un point et je pense que l'équipe est en train de revenir petit à petit. Mais ces blessures, ce sont les blessures qui sont en train de condamner cette équipe-là. Et aussi une équipe
qui est en train, moi je pense, en train de lâcher son coach Xavi. Le discours de Xavi, je pense que ça ne passe plus dans le vestiaire, et vivement que la saison puisse vite finir pour le Barça pour repartir sur de bonnes bases. Pas pour que Xavi puisse partir. Xavi, il va partir, il a déjà dit qu'il va partir enfin le 30 juin, il va partir. Donc il y a déjà une base, les Lamine Yamal, les Fermin Lopez, Frankie de Jong, s'ils ne partent pas, parce que le Barça a aussi des gouffres financiers à rattraper. Il y a aussi un certain Ronald Araujo qui intéresse énormément le Bayern de Munich. Et s'il part, c'est un problème pour le Barça. Donc il y a tout ça à gérer. Le Barça n'est plus un super grand d'Europe. Ils sont en train de se refaire une santé et ça va venir. Aziz, oui, le Lille du Real Madrid. Ce faux pas. Ouais. Sinon, ce mauvais résultat du Real n'a pas eu vraiment d'impact sur le classement à l'issue de la journée. Donc, moi, je dirais que quoi, par rapport au Barça, le confrère vient de le dire tout à l'heure, effectivement, le Barça sans Frankie de Jong et le Barça avec Frankie de Jong, c'est le jour et la nuit en fait, parce que ce joueur-là, il met vraiment le pied sur le ballon, il sait quand il faut, il donne les balles dans le bon tempo, quand il le faut et au moment où il le faut. Donc du coup, après sa sortie, vous allez voir qu'il y a eu une baisse d'intensité au niveau de l'équipe de Barcelone. Mais bon, les Catalans sont en train de se refaire depuis 2 ou 3 ans, les Catalans sont en train de se refaire. Du coup, ils vont juste essayer de gérer ce championnat jusqu'à la fin et pouvoir... Il y a Xavi, il y croit toujours. C'est vrai que, actuellement, c'était à la 27e journée, ils ont joué, et donc il en reste 11, ouais, et tout semble croire que le Real Madrid est bien parti pour pouvoir remporter le match. Très bien parti. Mais Xavi, c'est vrai que c'est un compétiteur. Il n'a pas le choix après tout. Justement, c'est un compétiteur. Il est obligé d'être optimiste. Et il ne faut pas oublier que c'est le football, et tout peut arriver à tout moment. Si jamais le Real fait encore un faux pas. Ouais, mais ils auraient même pu profiter de ce faux pas que la Liga serait relancée peut-être. Le Real a 7 points d'avance. Le Real a 7 points d'avance. C'est quasiment rien. Sinon, hier, ils n'ont pas su profiter. Donc, ils attendent la prochaine occasion. Et il faut dire aussi au niveau du Real que cette année, il n'y a pas vraiment hier, par exemple, le Real a dominé le match. Face à Valence. Face à Valence, ils ont dominé le match, mais ils n'ont pas pu récupérer les 3 points de la journée. Moi, je dirais que depuis le départ de Karim Benzema, le Real Madrid ne s'est pas doté de cet attaquant clinique avec le sang-froid qui pourra mettre le ballon au fond des filets comme un certain, comme je venais de le dire, Karim Benzema ou encore Haaland, vous voyez. Donc du coup, c'est vrai qu'ils n'ont pas de numéro 9, mais après il y a Jude Bellingham qui fait le boulot. C'est pas un 9. Mais quand vous arrivez à gagner des matchs, je pense d'affilée, énormément, sur quasiment toute la saison. Ils gagnent difficilement leur match, c'est ce qui est anormal. Ils gagnent difficilement. Le Real Madrid, c'est pas une équipe qui doit gagner difficilement ses matchs. Ah bon? Avec leur réputation à gagner les matchs dans les derniers instants. Ils peuvent pas se permettre, le Real Madrid. Mais est-ce que cela n'a pas toujours été leur situation? Non, pas toujours. Le grand Real Madrid du début des années 2016, 2017, 2018, il y a eu un rouleau complet. Mais quand tu prends les 5 dernières, les 10 dernières saisons. Oui, je parle de ce que le Real devrait être. Ok. Voilà. Ce n'est pas le Real Madrid qui doit gagner dans les derniers instants. Le Real Madrid, c'est le genre d'équipe qui doit être un rouleau compresseur, gagner ses matchs 5, 6, 4-0. C'est comme ça qu'on appelle comme après, c'est pas comme si le Real Madrid jouait c'est la Liga, faut pas sous-estimer les autres équipes. C'est la Liga quand ils gagnaient les 6-0. Bon. Non, c'est bon. Alors, en tout cas, Frankie de Jong, je pense que c'est mal parti pour lui, comme vous le disiez tout à l'heure. Et c'est peut-être la fin de la saison? Non, moi j'ai songé quand même les réseaux sociaux parce que c'est dans mes habitudes de fouiller les comptes Instagram et les premières informations qui sortent, c'est qu'on va faire des examens. Il n'y a pas que lui, il faut le rappeler. Il y a aussi Pedri qui est sorti sur blessure, qui était complètement alarmé. Et c'est là où moi je veux tirer la sonnette d'alarme. Aujourd'hui, on ne pense pas beaucoup à la santé des joueurs. Aujourd'hui, Pedri est en train difficilement de payer ce qu'il a fait en 2022 en étant aussi jeune à 18 ans,
enchaînant plus de 79 matchs en une saison. C'était extraordinaire. À un moment donné, on avait l'impression que c'était, je ne sais pas si le terme est permis ici, zombie. S'il était zombifié en quelque sorte, il n'avait plus de fraîcheur physique. Et là, depuis qu'il est ressorti de cette saison-là où il a fait énormément de matchs, il commence par enchaîner les blessures. Parce que voilà, c'est un jeune joueur. On n'a pas su le protéger. On l'a fait jouer l'Euro. Après l'avoir fait jouer l'Euro, on a encore fait jouer l'Euro Espoir. Après l'avoir fait jouer l'Euro Espoir, on a fait jouer les Jeux Olympiques. Non, c'est quand même trop. Et là, aujourd'hui, le petit est en train de lâcher. Dommage. Peut-être que c'est une brillante carrière qui est en train de tomber à l'eau à cause des blessures. Alors, et puis il y a cette polémique sur le match du Real Madrid. On peut même constater ça sur cette image. Je pense que c'était au moment où Jude Bellingham prenait son carton rouge et après le coup de sifflet de l'arbitre sur c'était quasiment un centre. C'était pas vraiment un centre. C'était quasiment. Oui, bon, c'était un centre de, je pense, Ibrahim Dia, si je ne me trompe pas. Le début d'un centre. Dans les derniers instants du temps additionnel. Oui, ce qui est arrivé, c'est que quoi, on était à la 98e minute, et je pense que le temps additionnel était fini. Bon, c'était 7 heures. C'était 7. L'arbitre était à la 98e minute. Je pense que l'erreur de l'arbitre, c'est de n'avoir pas sifflé la fin du match au début de l'action. C'est-à-dire que dès que le corner est tiré et que le ballon était sorti de la surface. Il a dû laisser le ballon être décalé sur l'autre côté avant c'est là où il y a l'erreur de l'arbitre. Et la deuxième plus grosse erreur, c'est d'avoir donné carton rouge à Bellingham. Parce que moi, je pense que quand vous êtes arbitre et que vous savez, parce que je sais que l'arbitre, il sait consciemment qu'il a fait une erreur. Parce que on ne peut pas faire preuve de mauvaise foi. Il a fait une erreur quand il siffle la fin de match sur une action de jeu. Ça ne se fait pas. Et là, quand les joueurs protestent, le minimum, c'est de donner peut-être un carton jaune. Mais donner un carton rouge, là, c'est, je dirais, la goutte d'eau qui déborde le vase. C'est pas possible de donner un carton rouge dans cette situation. Donc, je pense que l'arbitrage en Espagne, c'est toujours ça. On a eu, cette fois-ci, c'est contre le Real. Il fut un temps, ça a été en faveur du Real quand Vinicius marquait de l'épaule face à Almeria, permettant au Real de revenir et de gagner 3-2. Bon, si on veut citer les situations, on va pas en finir. On va pas en finir. Il y en a tellement eu dans l'histoire du football. Mais je pense que l'arbitrage en Espagne, ça commence pas à être sérieux. Il faut vite revoir ce cas-là. Et j'espère que ça va pas, ce match, cette décision-là ne va pas peser en fin de saison. Parce que rappelez-vous, en 2018, une telle situation s'était produite lors du championnat. Je pense que c'est pas en 2018, mais en 2017, où le Barça avait gagné face à Real Betis. Le Barça devait gagner 3-2. Le Barça a marqué un troisième but. Le ballon a franchi la ligne, mais l'arbitre a refusé le but, alors que le but était valide. Et à la fin de la saison, le Real avait gagné avec 2 points d'avance. Donc, ce qui veut dire que si le Barça avait gagné ce match-là, le Real n'était pas champion en 2017. J'espère juste que ça ne va pas peser en fin de saison. Et Gilles Manzano, l'arbitre principal de ce match, il est accusé par beaucoup de... Même le Real Madrid a fait sortir un communiqué comme quoi c'est le plus gros scandale de l'histoire du football. Et il y a les internautes, même il y a la presse espagnole également qui s'en prend à lui. Helmut, vous savez, je crois qu'il y a une règle de la FIFA qui sanctionne lourdement les propos des joueurs envers les arbitres. J'ai eu l'impression qu'il y a eu un truc qui s'est passé là-bas où Jude Bellingham avait dit quelque chose. Ouais, bon, il disait que c'était un putain de but. C'est bon, il a dit ça comme ça. Oui. Mais après, quand on traduit en français, c'est pas agréable à entendre. Mais je pense que c'est dans l'anglais, ça peut être courant. Hein. Non. Pourquoi? Parce que regardez, vous tenez l'arbitre, il est le directeur de l'arbitre. Mais c'était pas en compte, c'était pas pour insulter l'arbitre, à mon avis. Bon, enfin. Oui, lui, il peut le traduire autrement. Il peut vous donner les raisons pour lesquelles il a fait sortir le carton rouge. Donc, du coup, ce que moi je dis, c'est que c'est vrai, l'arbitre, il a fait une erreur en laissant le match aller jusqu'à la 98e minute. Ah bon? Oui. Bon, enfin, je ne pense pas. Tu permets, hein, parce que dans le temps additionnel, il y a eu un penalty qu'il a sifflé à tort. Et qu'il était obligé d'aller checker pour revenir. Je pense qu'il y a eu au moins 1 minute 30 secondes. Ouais, et il a dû compenser. Je suis d'accord qu'il doit compenser. Mais au même moment, quand le 4e arbitre soulève le temps additionnel, maintenant, qu'est-ce qu'on dit? On dit que le temps additionnel, il est de 7 minutes. Oui. 7 minutes. Oui. D'accord. Ouais, même dans le temps additionnel, on peut le prolonger. Hein. Oui, on peut le prolonger, mais sur cette rencontre-là, vous voyez que quand vous prolongez le temps additionnel sur cette rencontre, vous voyez tout ce qu'il y a eu derrière, vous créez toute cette polémique. Donc le mieux aurait été de siffler la fin à la 97e minute. On ne serait pas là aujourd'hui. Bon, si tu penses. Il y en a aussi qui diront que si on ne siffle pas. Si on ne siffle pas les temps morts, si on ne rajoute pas les temps morts, ça c'est un supplice
pour les équipes qui sont menées. Parce qu'une équipe qui est menée, lui, il a besoin que l'équipe qui est menée, lui, va tout faire pour garder le plus possible le ballon sur l'aire de jeu. L'équipe qui mène, lui, va tout faire pour tuer le temps. Donc c'est pour ces genres de raisons qu'on essaie. En tout cas, je pense que le temps additionnel qui est donné dans un match, ce n'est pas forcément pour les deux équipes, mais c'est pour, comme l'a dit Colina, c'est pour permettre aux téléspectateurs et puis aux spectateurs qui ont payé pour suivre un match, de suivre l'intégralité du match, c'est-à-dire les 90 minutes, et donc tous les temps morts essaient d'être comblés. En tout cas, ce match est un match à polémique. La 27e journée en Liga est passée dans l'histoire. Bien sûr, le Barça n'en a pas profité, Girona non plus, et donc je pense que tout est encore ouvert aussi dans la Liga, et que on va suivre la prochaine journée pour voir ce que cela pourrait donner. On va parler également d'un autre match également de championnat en Europe, c'est-à-dire le derby de Manchester qui s'est joué à l'Etihad Stadium entre City et puis United, remporté par les hommes de Pep Guardiola. Les Red Devils ont ouvert le score sur une frappe magistrale de Marcus Rashford. Un bijou, hein. Ouais, un bijou. Et je pense que c'est le but même qui a donné beaucoup de saveur à ce match, parce que si Man City avait marqué très tôt, on aurait pu avoir un score fleuve pire que cela, pire que les 3-1 à la fin. Oui, vous savez, ces derniers temps, Manchester City contre Manchester United nous a toujours habitués à une victoire de... Bon, sur les derniers temps, je dis, oui. Nous a habitués à une victoire de Manchester City, mais quand tu vois Manchester City jouer, tu te dis oui. C'est ça une équipe à 1 milliard d'euros. Ouais, ça c'est une équipe à 1 milliard d'euros. Des séquences de conservation de balles de 3 minutes, des séquences de conservation de balles de 2 minutes. Ils bougent très bien entre les lignes. Ils attaquent les demi-espaces. Il y a de l'agressivité. On ne perd pas le ballon. Dès qu'on perd le ballon, on le récupère. Regardez le nombre de techniciens qu'il y a au milieu du terrain à Manchester City. Ouais. Tu as Rodri, il est dans le top 30 du Ballon d'Or. Tu as... John Stones, même joueur de la finale de la Ligue des Champions, de la dernière Ligue des Champions. Tu as Jérémy Doku, le grand espoir du football mondial aujourd'hui. Tu as Phil Foden, un extraterrestre venu. Je vous assure. Et là, c'est une équipe. J'ai presque envie de dire que depuis le Barça de 2011, c'est l'équipe qui se rapproche le plus de la perfection. Parce que tellement ils gardent bien le ballon, tellement ils jouent bien, que les adversaires ne font que se plier à leur volonté. Maintenant, du côté de Manchester United, il faut dire qu'ils n'ont pas su profiter de ce but matinal là qu'ils ont marqué, parce que une fois qu'ils ont marqué le but, ils ont baissé de rythme. Et ça, c'est toujours ce qui arrive aux équipes qui affrontent Manchester City, jusqu'à avoir 24% de possession de balles. Je ne pense pas comment vous voulez gagner une équipe comme Manchester City en ayant 24% de possession de balle. Vous n'êtes pas le Chelsea de José Mourinho, malheureusement. Vous n'avez pas des joueurs comme John Terry, des joueurs comme Cahill, des tueurs en défense, ceux qui font peur. Mais aujourd'hui, vous avez des joueurs comme Varane qui, bon, il a déjà pris sa retraite internationale, mais malgré ça, c'est pas toujours la forme physiquement. Ouais. Il est toujours en baisse de régime. Lindelof qui fait ce qu'il veut. On a l'impression que dans cette équipe, on a également lâché le coach Eric Ten Hag. Il a dû laisser aller. C'est quand même une équipe qui a dépensé 1 milliard depuis le départ de Sir Alex Ferguson en 2013. De 2013 à 2024, ils ont dépensé 1 milliard sur le marché des transferts. C'est des flops, rien que des flops, des Memphis de pas être payés à des millions d'euros. Flop Sanchez, flop tous les joueurs qui passent par Manchester United, pratiquement ça devient des flops. Onana, payé à 23 millions d'euros aujourd'hui, qui se retrouve à être l'un des gardiens qui encaisse le plus de buts au championnat. C'est complètement du n'importe quoi ce qu'on voit avec Manchester United, et c'est plus que logique de voir City courir tout droit vers une quatrième première ligue d'affilée. Aziz. Écoute, ça fait 192e derby de Manchester qui a tourné en faveur des Citizens, 2 buts à 1. Mais 3 buts à 1. 3 buts à 1. Attention. L'Ingala ne serait pas content. Mais il faut dire que c'est normal. On savait que les hommes de Pep Guardiola allaient dominer le match, comme ils savent très bien le faire. Ils ont fait très mal sur les transitions, mais il faut dire aussi qu'ils n'ont pas su retrouver cette inspiration habituelle, cette inspiration collective habituelle qu'ils ont l'habitude. Donc c'était possible de marquer plus de 3 buts. Ouais. C'était possible de marquer plus de 3 buts. Mais ils se sont retrouvés très, très difficilement, très tardivement. Oui, parce que c'est vrai qu'il y avait la fluidité dans les transmissions et tout le reste, mais dans le dernier geste, il y avait toujours cela qui manquait. C'est là où j'allais en venir. Sur toutes les offensives, il y a eu toujours ce grain de sable qui venait toujours
fausser tout ce qu'ils ont commencé. Et vous imaginez un match de Man City où Kevin De Bruyne ne fait pas une passe décisive. Donc, en tout cas, hier, on savait très bien. Depuis 5 ans, on savait très bien que ce match-là allait partir en faveur des Citizens. Mais quand vous voyez le début du match avec ce bijou de vous dites que ça pourrait être sensationnel et surprenant comme rencontre. Justement. Mais ce n'était pas finalement le cas. Du côté des Red Devils, moi je dis que depuis le départ de Sir Alex Ferguson, il n'y a plus d'équipe. Manchester United a perdu cette idée. On va remettre une pause à cette émission. On va revenir après le journal, évoquer davantage les autres sujets, parler également de Serhou Guirassy qui atteint la barre des 20 buts en Bundesliga cette saison avec Stuttgart.